Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on a quelques hommes avec nous. Aujourd'hui, on a décidé de consacrer ce webinaire à la santé. Et on l'a intitulé de façon un peu tragique, mais peut-être que ça ne l'est pas tant que ça, 50 ans, l'âge de tous les dangers pour la santé des femmes. Et c'était bien qu'on se pose un peu la question parce que qu'est-ce qu'il en est de notre santé après 45 ans? La question mérite d'être posée à l'heure où on s'aperçoit que des nombreuses études pointent à un sous-diagnostic des pathologies des femmes. On s'aperçoit aussi que les douleurs sont moins bien prises en compte que celles des hommes. Et donc, on s'est demandé avec Sandrine quelle prévention et quelle écoute médicale doit être mise en place. Et on va répondre à toutes ces questions avec notre panel qu'on est ravis d'avoir réunis aujourd'hui parce qu'elles sont très diverses et compétentes à plus d'un titre. Donc, nous allons échanger sur la question avec la professeure Gabrielle Sarlon, qui est professeure en médecine vasculaire et hypertension artérielle à la faculté de médecine de Marseille et au CHU Kimon. Vous prenez en charge les maladies artérielles et veineuses avec un intérêt plus spécifique chez la femme. Vous nous direz lesquelles. Au nombre de celles-ci, il y a la dysplasie fibromusculaire, les maladies veineuses thromboemboliques et de la femme sous hormones. Vous êtes ambassadrice pour la fondation Agir pour le cœur de femme qui a été mise en place par la professeure Claire Mounier-Veillé en 2020 et avec laquelle vous travaillez sur la prévention cardiovasculaire chez la femme en situation de précarité. Alors oui, il paraît qu'on a beaucoup d'écho, donc on va demander à nos intervenantes de couper leur micro tant qu'elles ne s'expriment pas. Peut-être que ça va améliorer le son, vous allez nous dire. Nous discuterons également avec la docteure Isabelle Usan. Isabelle, vous êtes radiologue au cœur du lien ville spécialiste. Vous êtes préférerie de l'endométriose, ce dont on se félicite puisque le sujet a été pendant très longtemps ignoré ou minimisé. Vous êtes également membre du collectif Femmes de Santé, directrice médicale de MyDocTool qui permet le suivi digital des patients. On retrouve avec plaisir Mélissa Asli-Petit, qui est docteure en sociologie, dirigeante de Mixing Génération, qui est un bureau d'études et conseils en sociologie sur la thématique de la longévité. Et dans le cadre de ces activités, Mélissa s'intéresse de façon récurrente aux femmes de 50 ans et à titre privé, je dois dire qu'on échange régulièrement et que c'est toujours un vrai plaisir d'avoir l'œil de la sociologue sur les phénomènes de génération. Ensuite, Catherine Georgoyot, journaliste santé, bien-être, qui est spécialiste des femmes de 50 ans et plus. Elle a été rédactrice en chef de Pleine Vie et a fait de la prévention de la santé des femmes un axe très fort du magazine en son heure. On se connaît bien avec Catherine, pour rien vous cacher, puisqu'elle est la coproductrice de notre podcast Vieille, c'est à quelle heure, qu'on co-anime et qu'on coproduit avec Gépicine, avec Simone. Et Catherine est aussi la co-autrice d'un livre qui s'appelle Anatomie d'une vie de femme épanouie, journal hormonal de mon corps, qui est paru aux éditions Hugo, si c'est bien ça. Donc, je vous ai toutes présentées. Je vous présente quand même Sandrine Doppler, qui est co-animatrice de ce webinaire et qui prendra le temps de nous interrompre et de nous sortir les questions du chat qui est à votre disposition pour vous exprimer et poser toutes vos questions. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous livrer quelques informations qui sont issues de deux études, dont l'une m'a été transmise par la professeure Gabrielle Sarlon et l'autre qui a été diffusée sur LinkedIn par la professeure Mounier-Veillé. Chaque jour en France, 400 personnes meurent de maladies cardiovasculaires et ces personnes sont des femmes pour plus de la moitié. Alors aujourd'hui, ces maladies sont la première cause de décès chez les femmes. Et quand une femme est victime d'un accident cardiovasculaire, elle a 2 fois moins de chances qu'un homme de survivre. Pourtant, les hommes sont 3 fois plus nombreux, plus souvent victimes d'infarctus. Alors, comment on peut expliquer ces inégalités ? C'est une première question. Et on notera également que selon une étude qui date de 2016, les femmes ne représenteraient que 40% des participantes aux essais cliniques.
De fait, les maladies de type cardiovasculaire sont plus complexes à identifier chez les femmes et dont les symptômes sont beaucoup moins connus, en tout cas au sein de la collectivité. Et une répercussion qui est directe, c'est que l'enseignement qui est procuré aux futurs médecins est nécessairement biaisé et plutôt orienté vers la médecine faite pour les hommes. Alors, manque de prévention, non-écoute de la douleur, absence de médecine spécifique à la femme. Vous êtes toutes là pour répondre à nos questions sur le sujet. Et dans un premier temps, on va essayer de voir quel est l'état des lieux de la santé des femmes de plus de 45 ans en France. Et ma première question, elle est pour vous, professeur Gabrielle Sarlon. Quels sont les risques aujourd'hui pour la santé des femmes passées 50 ans? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Et du coup, je me permets aussi de remercier le professeur Claire Mounier-Veillé qui nous a mis en relation pour ce webinaire. Alors, en effet, je voudrais délivrer 3 messages en fait sur cette première question qui est le risque cardiovasculaire de la femme passé 50 ans. Le premier message, c'est que passé 50 ans, le risque cardiovasculaire de la femme rejoint celui de l'homme puisqu'il n'y a plus la protection naturelle liée aux œstrogènes qui, on le sait, quand même protègent les femmes grâce à une vasodilatation notamment de l'endothélium. Donc, les artères, en fait, sont on va dire, protégées par nos hormones. Et passé 50 ans, eh bien, nous rejoignons le risque de l'homme. Et ce risque, étant donné l'augmentation de la longévité chez la femme par rapport à l'homme, eh bien, finit par être supérieur à celui de l'homme au bout d'un certain temps. Donc, un risque finalement similaire à partir de 50 ans. Mais deuxième message, c'est que les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont propres à la femme vont donc être spécifiques à la femme pour certains et vont toucher la femme de façon différente que l'homme pour d'autres. Alors, quels sont ceux qui sont spécifiques à la femme? Ça va être tout d'abord la contraception œstroprogestative que certaines femmes prennent, et puisqu'on sait que ça correspond à peu près à 90% des méthodes contraceptives, cette contraception, elle va modifier chez certaines femmes le métabolisme lipidique, glucidique, provoquer de l'hypertension. Et donc, cette période qu'on pense être protectrice pour la femme quand elle est jeune peut, au bout de 20-30 ans, entraîner des répercussions cardiovasculaires. Ensuite, il y a la période gestationnelle. La période gestationnelle n'est plus la même que ce qu'elle était il y a 20-30 ans. Maintenant, les femmes travaillent, ont des enfants sur le tard, sont stressées, une certaine précarité, et peut survenir de façon plus fréquente du diabète gestationnel, donc du diabète pendant la grossesse, de l'hypertension pendant la grossesse. Et ça va ensuite entraîner des dégâts, pas tout de suite, pas à 30 ou 40 ans, mais à 50, 60 ans. Donc ça, ce sont des risques qui sont propres à la femme. Et après, il y a des risques qui sont, on va dire, similaires à ceux des hommes, mais qui vont avoir finalement une sensibilité plus importante chez la femme. C'est le tabagisme, c'est la précarité, c'est le stress, l'obésité, la sédentarité. Donc ça, c'est sur les facteurs de risque. Et puis après, le troisième message que vous avez donné, Sophie, c'est vraiment finalement le fait qu'il y ait plus de maladies cardiovasculaires, c'est une chose, mais c'est surtout, en fait, c'est la mortalité, puisqu'en fait, les maladies cardiovasculaires sont un tueur chez la femme, puisqu'elles apparaissent au hit parade, au numéro 1 de la mortalité chez la femme, puisque une femme sur 2 en Europe meurt de problèmes cardiovasculaires, alors que chez l'homme, on est en fait le tueur, c'est le cancer, avec une mortalité cardiovasculaire qui est quand même importante, qui est de 40%, mais plus faible que chez la femme. Donc le troisième message, c'est vraiment, il y a en effet autant de risques cardiovasculaires chez la femme, des facteurs de risque spécifiques et surtout une mortalité plus élevée. Ouais, je vous remercie pour ce tableau qui plante bien le décor. Et là, je vais me tourner vers le docteur Isabelle Ludon. Est-ce que vous constatez au sein de vos consultations qu'il y a un certain décrochage dans la prise en charge de la santé des femmes au moment de la ménopause? Alors, bonjour, je vous remercie également de m'avoir invitée. Avec plaisir.
réunion qui va me permettre de donner mon point de vue, le point de vue du radiologue, qui longtemps était considéré comme un simple imageur et qui maintenant fait partie du vrai parcours du patient. Et de la patiente en particulier, puisque l'imagerie de la femme est mon domaine de prédilection. Alors, pour répondre à la question, moi, je vais donner trois axes. En fait, il y a 3 types de femmes qu'on retrouve finalement à cette période de la ménopause. Il y a celles qui vont continuer à se faire suivre de manière régulière, qui resteront à l'écoute de leur corps, qui prendront le virage de la ménopause avec une certaine bienveillance et de l'attention. Il y a la population qui va par ailleurs, au contraire, multiplier les examens par un excès d'angoisse. Et il y a le 3e type de femme qui, elle, va décrocher, se négliger, ne plus consulter et donc partir dans une spirale qui peut conduire à des complications, notamment cardiovasculaires, comme l'a très bien exprimé le professeur avant moi. Je pense qu'il y a une partie qui est liée à des croyances, qui peuvent être des croyances fausses ou erronées, sur le fait que la femme ménopausée, c'est une femme qui va mal de toute façon et dont on n'a plus besoin de s'occuper, au vécu, à des habitudes familiales. Donc, il y a tout un passé, un passif qui est très important à prendre en compte. Donc, je considère que le vécu est très important et l'information également. Et là, notre rôle est très important, que ce soit les médecins ou les médias, de véhiculer toutes les procédures et les méthodes d'accompagnement qui me paraissent très importantes aujourd'hui. La situation personnelle de la femme aussi est importante, savoir si la patiente est en couple, si elle a des relations sexuelles. Donc finalement, tout ce qui va concerner la femme, son passé, son vécu, son environnement, et va constituer 3 types de populations qui vont réagir différemment. Il y a un point qui est important aujourd'hui, pour lequel on n'insiste peut-être pas encore assez, qui est une désinformation sur certaines pathologies liées à l'âge qui sont peu connues ou considérées comme pas toujours très importantes. Je pense au squelette, à l'os, à la posture, aux muscles, puisque moi, en tant que radiologue, je vois beaucoup de femmes qui viennent pour des douleurs, des problèmes de posture. Je pense aux maladies cardiovasculaires, bien évidemment. Je pense aux maladies pulmonaires, bien évidemment, comme le cancer du poumon chez la femme qui fume, au système métabolique et à la pathologie de l'utérus. Je considère aujourd'hui que le suivi mammaire est celui qui est le plus performant de nos jours. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Isabelle, vous parliez de certaines croyances, souvent fausses, notamment véhiculées par les médias. Et donc, ça me fait une transition toute trouvée pour interroger Catherine Georgioio, qui pendant 20 ans, Catherine a été rédac-chef du magazine Pleine Vie. Comment sont traitées ou étaient traitées, on verra si ça a évolué depuis, les questions de santé dans la presse féminine, Catherine? Tout d'abord, merci Sophie de m'avoir invitée. Et je ne vous vois pas du tout, donc moi, je vais parler un peu dans le vide comme ça. En fait, la presse féminine, notamment pour les questions de santé, elle va être divisée en 3 pôles. On va avoir donc la presse féminine avec ce qu'on appelle les féminins pratiques. On va avoir la presse santé généraliste et on va avoir du type Top Santé, Santé Magazine, etc. Et on va avoir les magazines seniors. Donc, en fait, pour le journaliste santé est un journaliste assez particulier parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un journaliste qui est très stressé quelque part parce que, à l'inverse d'autres journalistes, il ne doit pas raconter n'importe quoi. Alors, bon, pour rebondir, oui, peut-être qu'on ne dit pas vraiment ce qu'il faut dire, mais néanmoins, on est toujours accompagné de médecins quand on est journaliste santé. Parce que informer, ça consiste à trouver le bon sujet et le bon informateur. Voilà, donc c'est fini l'époque où on estimait que le journaliste avait une parole d'or. Et aujourd'hui, dans ce type de médias, on va toujours passer par le spécialiste. Alors, dans la presse santé, stricto sensu, ça va être un journaliste qui est médecin. C'est le cas, par exemple, de Top Santé, où il y a toujours eu un journaliste santé qui faisait le médiateur, qui relisait les papiers, etc. Et dans les autres types de presse, on va toujours passer par les médecins, donc trouver le médecin spécialiste de la pathologie et forcément l'expert. Donc, il y a un peu une course à l'expert. Donc, on va faire le papier avec ces différents médecins, puis va venir l'heure de la négociation, parce que quand je dis c'est informer, vulgariser, fidéliser, donc il faut qu'on soit
aussi en accord, on va dire, avec notre magazine. Et donc, nous, on est censé vulgariser. Donc là, effectivement, il va y avoir un accord entre le journaliste et le médecin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que le médecin va dire, attention, là, en vulgarisant, vous dites un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc ça, je dirais que c'est le gros boulot du journaliste. En fait, l'idée, c'est de faire entrer le médecin comme si c'était votre grande sœur ou votre grand frère. Et en fait, la plus grande réussite de ces temps derniers, je l'ai acheté d'ailleurs, c'est ça. En termes de presse, s'entend. Je pense que les médecins vont peut-être… Bon, en termes de presse, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il a tout compris. Tout tourne autour de la personnalité d'un médecin. C'est le bon copain, c'est le Est-ce que tout, je ne sais pas si tout le monde voit ce que tu montres, Catherine. Il s'agit parce que moi, je vois rien. En fait, c'est Dr. Good. Voilà. Dr. Good. En presse, santé, c'est vraiment la réussite totale. C'est-à-dire qu'il a su bien scénariser. Tout tourne autour de sa personnalité. Je crois qu'il a gardé d'ailleurs une fois par semaine, il a une consultation, il me semble, à Pompidou, d'ORL, il me semble. Et en fait, il s'est complètement calé sur un système marketing qui s'appelle Dr. Oz, qui était le médecin de Oprah Winfrey. Et c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que, en fait, il s'est complètement starisé. Et aux États-Unis, donc le fameux Oz est devenu le médecin préféré des Américains. Je ne sais pas si Michel Simès va devenir le médecin préféré des Français. Mais en fait, il ne faut pas se cacher que dans la presse, ça va passer par une espèce de mise en scène, de scénarisation, mais néanmoins, je pense qu'on a les bons experts. Alors peut-être qu'on n'a pas forcément les bons sujets, mais enfin, un journaliste santé est quand même censé être dans l'air du temps et trouver les bons sujets. Voilà. Merci Catherine pour ces précisions. Qui parle de santé parle de maladie, et quand on parle de maladie, on peut aussi parler de la question de la douleur, et c'est pour ça que le regard de la sociologue que tu es, Mélissa, est intéressant. Est-ce qu'on est dans une société aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'analyser comme une société qui fait peu de cas de la douleur des femmes, et ça, je dirais pas spécialement quand elle a 45 ans, mais du jour où elle commence à avoir ses règles, est-ce qu'on est dans un chemin où finalement souffrir pour une femme, eh ben, ça va avec? Oui, merci aussi pour l'invitation. En fait, la douleur, c'est quand même quelque chose de physique, mais malgré tout, ça apporte une construction sociale, à la fois sur la douleur et puis sur notre rapport au corps et notre rapport au corps entre les genres. Et sur cette douleur, on voit comment elle s'est construite aussi par le passé, où le corps masculin a été construit comme la norme. Et donc, de fait, la femme était ce corps un peu anormal, et où on les a pu considérer dans le discours comme des éternels malades. Et donc, avec au cœur cette question de la procréation et de la non-procréation. Mais en fait, de cette histoire, on en hérite nous-mêmes, en fait, de nos modes de pensée et de notre regard sur le corps et de ce corps qui peut souffrir. Et on voit bien comment certaines études montrent que les femmes et les hommes vont être traités et diagnostiqués différemment, et que les stéréotypes qu'on porte sur ces genres vont être omniprésents aussi dans notre société et vont pouvoir influencer la lecture des symptômes et la lecture de la douleur, en tous les cas la lecture de la douleur par le médecin ou par les médecins. On peut prendre un exemple qui est celui de la crise cardiaque, qui avait une étude donc en 2019 aux Pays-Bas qui avait été réalisée et qui montrait que une femme victime de malaise cardiaque dans un lieu public aura moins de chances d'être réanimée et sauvée qu'un homme. Donc, ça montre aussi que, alors là, c'est l'espace public, en dehors de l'espace médical ou privé, mais que malgré tout, cette douleur, elle va être regardée et traitée différemment. Et puis, peut-être un deuxième exemple, plus là, tout au long de la vie, il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle « 3 mois sous silence », donc vraiment sur les 3 premiers mois de la grossesse. Et en fait, quand on regarde le parcours des femmes, on pourrait aussi dire que le silence, c'est le silence de toute une vie, en fait. Et donc, cette douleur qui peut commencer à s'ancrer à travers les premières règles vont perdurer sur du silence de ces douleurs tout au long de nos cycles menstruels, bien évidemment au moment de la grossesse, puis aussi sur la ménopause, puis sur des… Et puis, je dirais, il y a aussi d'autres problématiques du féminin, sur, par exemple, des opérations au sein qui ne sont pas liées forcément au cancer du sein. Et donc, je dirais, il y a un enchevêtrement, il y a une addition de silence de nos douleurs
qui se font au fur et à mesure du temps, mais qui va aussi engendrer des conséquences, alors qu'on peut le voir sur du sous-diagnostic, c'est-à-dire que les femmes n'expliqueront pas forcément ou ne recourront pas toujours je dirais dans les temps au corps médical, donc des sous-diagnostics ou des sous-diagnostics des médecins, mais aussi la prise en compte et l'expérience et l'expérimentation de notre corps. Comment aussi on peut l'expérimenter et s'écouter, parce que malgré tout, l'écoute de soi est aussi importante, pour aussi savoir signifier cette question, de cette prise de conscience de ce qu'on vit et de ce qu'on souffre parfois. Alors, Sophie, si tu veux bien, il y a déjà des multitudes de questions, mais il y en a une qui me paraît importante et qui rejoint un peu ce que disait Catherine Georges et qui vient de Corinne Goldberger, qui est donc chef de rubrique à Marie-Claire, qui disait qu'en fin de compte, c'était un sujet qui était compliqué à aborder dans les médias parce que c'était pas glamour et que ça faisait pas venir les annonceurs. Et pour vous, professeur Sarlon ou docteur Uzan, on nous dit tout de suite qu'il y a un manque de médecins. Par exemple, on nous explique qu'il y a moins de gynécologues, que les gynécologues ne nous parlent pas de ces sujets-là. Voilà. Est-ce que l'une ou le... Ouais. Voilà, il y a ces deux petites questions. On va y venir parce que ça fait partie de la série de nos deuxièmes questions, notamment, on va en discuter avec le docteur Uzan sur la question des médecins gynécologues médicaux et on verra comme quoi il y a des explications à cette espèce d'absence. Quelles sont les évolutions dans le traitement de la santé donc au cours des dernières années? Est-ce que cet état des lieux est en train de bouger? Professeur Sarlon, est-ce que les dernières années ont vu une modification, en tout cas dans l'appréhension de ces pathologies, notamment sur les questions de cardiologie? Et peut-être que dans un deuxième temps, vous nous direz aussi que c'est peut-être aussi un peu la raison d'être de la création de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Ah, j'ai branché votre micro. Pardon. Voilà, merci. Donc, en effet, on va dire que jusque dans les années 2010, il y avait donc cette croyance qui était que la femme était protégée par ses hormones naturelles et que même après la ménopause, eh bien, cette protection persistait, ce qui nous permettait d'avoir une longévité supérieure à celle des hommes. Et puis, il y a eu en fait en 2014 une lanceuse d'alerte qui est le professeur Claire Mounier-Veillé, qui était présidente de la Fédération française de cardiologie à l'époque et qui a commencé à envoyer un signal d'alarme qui était « Attention, la femme est aussi sujette aux maladies cardiovasculaires et non seulement elle en est sujette, mais elle en meurt ». Et ensuite, donc c'est au niveau plutôt mondial que ça a été repris, puisqu'en 2018, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a à nouveau lancé un signal d'alarme sur la globalité des maladies cardiovasculaires, mais plus spécifiquement celle de la femme et celle de la mortalité chez la femme, puisque c'est ça dont on parle, c'est que finalement, de prendre en charge des maladies cardiovasculaires, c'est une chose, mais le problème, c'est quand les femmes en meurent, eh bien, on ne peut plus les prendre en charge. Donc, c'est les dépister avant pour pouvoir les garder en vie. Et donc, le chiffre que vous avez donné tout à l'heure est très significatif, puisqu'en fait, par jour, 200 femmes meurent en France de maladies cardiovasculaires par jour, ce qui représente à peu près 25 000 décès dans le monde. Et donc, c'est suite à cette situation qu'il y a environ un an, il y a eu un duo de choc qui s'est rencontré, qui est donc Claire Mounier-Veillé et Thierry Drillon, qui est un chef d'entreprise non seulement charismatique, beau comme tout, mais brillant. Et ce couple, en fait, ce duo de choc a décidé de chercher s'il existait une fondation spécifique sur la santé cardiovasculaire de la femme au niveau français, mais aussi au niveau mondial, et ils se sont rendus compte que ça n'existait pas. Et donc, ils ont pris ça à bras le corps avant le Covid, et puis finalement, le Covid ne les a pas empêchés d'avancer sur cette thématique, et ils ont créé cette fondation dont le but est d'essayer de sauver 10 000 femmes à l'horizon des 5 ans. Grâce en effet à ce que vous êtes en train de faire, et je vous en remercie beaucoup, qui est en fait d'alerter, de communiquer sur cette fragilité de la femme.
et la possibilité du coup d'anticiper, qui va être donc le deuxième A de leur association, anticiper pour justement faire de la prévention sur le tabac, l'obésité, la contraception, les grossesses, le stress, et en fait après pouvoir aussi agir. Et ça, c'est le troisième A de la fondation. Et donc, ce qui est en train de s'organiser, c'est ce qu'on appelle le bus du cœur, qui va être un parcours pour l'instant en 2021. Ça sera 5 villes en France qui vont être concernées sur un bus rose qui va être situé dans des quartiers défavorisés. Et nous avons la chance à Marseille de pouvoir accueillir ce bus en octobre. Et le but est de pouvoir justement, chez certaines femmes dans les quartiers défavorisés, faire de la prévention et ensuite éventuellement du traitement. Donc, voici un peu l'état d'alerte et les actions que la Fondation et du coup après retentit aussi du coup sur tous les professionnels de santé dans ces 5 villes et puis ensuite dans, je l'espère, plusieurs villes de France. Oui, c'est un programme absolument très ambitieux et on vous remercie beaucoup de le porter de manière aussi médiatique et de communiquer autant parce que il y a beaucoup toujours de croyances fausses, comme on le disait au début. Et pour revenir, je pense, pour répondre aux nombreuses questions au sujet de la ménopause et de la gynécologie, docteur Uzan, vous allez nous expliquer pourquoi l'enseignement on va voir de l'enseignement de la gynécologie médicale en France a eu un impact incroyable sur le suivi et surtout sur la santé des femmes qui étaient en pré-ménopause ou en ménopause et en post-ménopause. Comment ça agit sur ce défaut ou ce manque d'intérêt peut-être des médecins pour les femmes en pré ou en ménopause? Alors, moi, je suis radiologue, mais je vais quand même répondre à la question concernant… Oui, parce que je pense que c'est effectivement votre spécialité, elle touche à tout, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même… Parce que finalement, le radiologue, eh ben, il se retrouve à discuter avec les patients et avec les patients, qui jouent parfois même le rôle d'un super généraliste. Les patientes se confient beaucoup à moi pendant l'examen ou après l'examen, puisque finalement l'examen il est prescrit, puis ensuite elles doivent retourner voir un médecin généraliste ou spécialiste, et c'est là qu'on se rend compte que le réseau de soins est malheureusement un peu défaillant aujourd'hui et que parfois les patientes sont un petit peu démunies de ne pas pouvoir appartenir ou se retrouver encadrés par les bons praticiens. Alors, je me suis un petit peu renseignée, puisque moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais de l'imagerie, de la radiologie en ville, spécialisée dans l'imagerie de la femme. Et c'est à ce sujet-là qu'en parlant à la fois avec les patients et également avec les gynécologues médicaux, puisque j'ai un certain nombre de prescripteurs maintenant qui me connaissent bien, avec qui je travaille et avec lesquels on a évolué au fil des années et qui m'ont expliqué que la gynécologie médicale était une spécialité qui malheureusement avait plus ou moins disparu ces dernières années. J'ai donc fait une petite enquête et je me suis renseignée. Et je me suis renseignée et j'ai donc découvert qu'en 1984, la spécialité de la gynécologie médicale avait été supprimée du cursus universitaire par la suppression du CES, qui était à l'époque le diplôme qui validait cette spécialité, et qu'un déficit en gynécologues médicaux a commencé à apparaître. Et donc, il s'en est suivi toutes ces difficultés dont on a parlé pour la prise en charge de la prescription de la pilule et de son suivi, du frottis ou du suivi de la ménopause. Pourtant, en 2003, cette spécialité elle a été rétablie au concours de l'internat, mais peu de postes d'internes et d'universitaires ont été attribués à cette spécialité qui, pour moi, est fondamentale aujourd'hui. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte au cours de ma pratique en faisant des examens à plein de femmes, que ce soit des femmes jeunes, puisque je fais de l'imagerie chez les femmes pour des douleurs pelviennes, donc des jeunes femmes. Ensuite, je les suis même pendant leur grossesse, je les suis pendant leur vie génitale et je les suis ensuite au cours de la ménopause.
Donc, ce défaut, ce défect, ce déficit de suivi en gynécologie médicale est un vrai problème pour moi de santé publique et c'est un vrai sujet aujourd'hui qui vaut la peine d'être débattu et soulevé. La moyenne d'âge des gynécologues médicaux actuels, elle est de 60 ans, avec donc un départ en retraite qui est proche, ce qui pose un vrai souci pour la prise en charge des femmes aujourd'hui. D'ailleurs, la Fédération nationale des collèges de gynécologie s'en inquiète. Et je pose donc la question, quid du suivi des femmes ménopausées aujourd'hui ? Oui, c'est une très vaste question et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un vrai déficit d'information et peut-être, et alors là je vais revenir à Catherine, quand on n'a pas d'information médicale, qu'est-ce qu'on fait ? On va lire la presse. Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme sujet abordé dans la presse des magazines de santé ? Est-ce qu'on trouve ce type de réponse ? D'abord, est-ce que la ménopause aujourd'hui fait partie des sujets traités ou pas. Et puis, qu'est-ce que les magazines de santé donnent comme vision de la santé, je dirais d'une manière générale ? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas ? Oui, bah oui, bien sûr. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas, notamment les sujets trop graves, les pathologies trop lourdes. En ce moment, on voit très bien que dans la presse santé, on essaie de pas trop parler, je veux dire, des sujets qui angoissent, parce que nous, en fait, on est en recherche de nos lecteurs. On doit les coucouner, on doit les coacher. Et donc, quand tu parlais de la ménopause, et Corinne, effectivement, on parlait également, bon, autant effectivement parler du sujet déjà ménopause. Nous, si on n'en parlait pas beaucoup, pourtant on était un magazine senior et on n'avait pas beaucoup de publicité, mais c'était que si on parlait de la ménopause, ça faisait vraiment trop vieux. Donc si ça fait trop vieux, on n'a pas les publicités. Donc notamment certaines publicités beauté, et on sait très bien que c'est la beauté qui fait vivre les féminins en général, quoi. Ou même certaines publicités de mode. C'est-à-dire que, par exemple, nous, si on faisait des sujets trop vieux, on n'avait plus les publicités Rodier. Pourtant, Rodier, on peut se dire qu'a priori, c'est pas Koukaï, quoi. Bon. Donc voilà. Donc effectivement, le problème de la santé, je dirais, de la personne âgée, dans un magazine, ça pose un problème de publicité. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'on ne veut pas affoler non plus les populations. Et d'ailleurs, vous voyez que même dans les magazines de santé type Top Santé, que je connaissais très bien, tout ce qui était ce que j'appelle la santé dure était isolé dans un cahier spécifique, où par exemple, on a dossier santé. C'est-à-dire comme si on avait presque, je dirais, le rectangle blanc d'un film. Vous voyez, attention, âme sensible, là on va vous parler de choses qui peut effectivement affoler. Donc effectivement, toute la partie santé a tendance à glisser vers la prévention, a tendance à glisser vers du bien-être. Et effectivement, c'est vrai qu'on traite de moins en moins, je dirais, de sujets majeurs. Bon, nous, on sait très bien que nous, en seniors, les best-sellers, c'est l'arthrose. Bon, l'arthrose, bon, je pense qu'on meurt pas on meurt pas vraiment d'arthrose. On avait arthrose, thyroïde, dos, sommeil. Donc ça, c'était ce qui fonctionnait à fond. Là, j'ai regardé dans les derniers magazines santé que j'ai vus. Donc Dr Good, si vous voulez un sujet santé, c'est cholestérol. Vous voyez, bon, voilà, sujet très important. Et puis dans Top Santé, vous voyez ce que je vous ai dit, le cahier médecine, il est là, tout en bas. Vous allez voir que tous les sujets qu'on a, c'est des sujets prévention, des sujets féminins en fait. Et c'est vrai qu'actuellement, je trouve actuellement et même avant, la santé dure, ce que j'appelle la santé dure, est traitée avec peut-être trop de délicatesse. Je ne sais pas, ça c'est aux médecins de le dire. Ouais, alors juste, c'est intéressant de voir comment les sujets abordés par les magazines de santé. Est-ce que, Mélissa, culturellement, la santé des femmes, elle a toujours été moins prise au sérieux que la santé des hommes? Parce qu'on a tendance à dire les femmes, elles se plaignent tout le temps, alors qu'en fait, la douleur chez les femmes, elles sont très endurantes. Est-ce que ça, c'est récent ou bien de tout temps, finalement, une femme qui se plaignait, c'était une chouineuse et finalement, elle était peut-être pas si malade que ça, alors qu'un homme qui souffre, c'est autre chose.
c'est sûr que quand un homme souffre, c'est difficile. Mais après, de tout temps, c'est un peu compliqué de revenir sur de l'histoire vraiment très ancienne. On peut peut-être se demander de manière, je dirais, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'on voit derrière, c'est quelle information on véhicule. On voit bien que la question des discours dans les interventions précédentes sont très importantes. À la fois le discours médical, le discours des politiques publiques, des politiques de santé, ou le discours dans des magazines, mais qui ne sont pas que les magazines, je dirais, de la presse, mais des médias en général, et de ce qu'on aborde ou ce qu'on n'aborde pas, et de ce qu'on met en avant dans l'intervention précédente. Aujourd'hui, on voit un développement de start-up sur la ménopause. Donc, peut-être que tout d'un coup, ces start-up sur des produits pour la ménopause, eh bien, pourront acheter ensuite des encarts publicitaires dans des presses féminines seniors pour peut-être diffuser d'autres messages. Mais je pense que le discours, et qui produit le discours, est un peu aussi le nerf de la guerre. Et je parlais de qui produit les politiques de santé, et quelle est la place des femmes aussi dans ces politiques de santé, parce que quand on parlait de est-ce que cette santé des femmes est prise ou pas au sérieux, eh bien, on peut le voir aussi dans les questions de politique publique. On parlait avec aussi juste avant sur le fait d'avoir ôté ou pas la dimension gynécologique. Et il y a une feuille de route sur la santé des femmes, tout âge confondu, qui avait été publiée en 2016, donc ça remonte à 5 ans, mais dans cette feuille de route, rien n'était dit sur les femmes de plus de 45 ans. On abordait bien évidemment le cancer du sein, mais qui est un peu, je dirais, de manière générique, et le cancer de l'utérus, mais même là, en fait, la femme est posée dans sa version de référence à la famille, de référence à la reproduction au sens un peu large. Et donc, quelle est la place de cette santé ? Pour qu'elle soit prise au sérieux, il faut qu'elle soit prise au sérieux aussi dans ces dynamiques, je dirais, de politique de santé, dans les discours aussi des médias, mais également dans les organisations des professions médicales, de l'industrie pharmaceutique. Et le dernier point, c'est aussi dans la place des mouvements des femmes. Parce que malgré tout, dans certains pays, il y avait une étude qui avait été une étude internationale entre la France, les États-Unis et l'Allemagne sur les questions de ménopause, et donc comment les mouvements féminins pouvaient s'en être emparés. C'était quand même assez désert en France. Et donc, de fait, ça peut aussi venir de différents endroits. Donc voilà, cette question du discours et de l'information, elle est particulièrement importante pour qu'ensuite, il y ait des changements de comportement et des évolutions. Oui, c'est extrêmement intéressant, Mélissa, de s'intéresser. Oui, Sandrine, tu voulais intervenir ? Ouvre ton micro si tu veux intervenir. Non, pas du tout. J'abondais dans le sens de Mélissa. Ok, d'accord. Donc, en fait, la question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est que est-ce que le traitement unique des pathologies, je dirais, non genrées, peut nuire gravement à la santé des femmes. Et avant de revenir aux médias avec Catherine, je voudrais que, professeur Sorlon, vous nous parliez un peu des études médicales, parce que elles sont largement orientées sur les hommes. Est-ce que dans le cas des pathologies cardiovasculaires, est-ce qu'on peut considérer que c'est un facteur aggravant pour la prévention de ces mêmes maladies chez les femmes? Alors, en fait, d'abord, le message qu'il faut retenir, c'est que les choses avancent, et avancent quand même dans le bon sens. Mais c'est sûr que actuellement, on raisonne sur des études qui datent de 10, 20, 30 ans, parfois pour certaines, quand on parle de prévention cardiovasculaire, c'est-à-dire de nécessité de prescription d'hypocholestérolémiants, d'anti-agrégants plaquettaires chez des patients qui n'ont jamais fait de problème particulier cardiovasculaire, et pour qui donc on va essayer d'éviter la survenue d'un événement. Et c'est sûr que c'est des études qui sont relativement anciennes. Et par exemple, quand on réfléchit à des grandes études qui ont été menées dans les années 2000, 2010, la proportion de femmes dans ces études était d'environ 25-30%. Et l'un des critères d'inclusion, c'est-à-dire quelle personne on va inclure dans les études, qui on va s'intéresser, c'était l'homme de plus de 65 ans. Donc déjà,
en fait, il y avait un biais de recrutement qui était la femme, en fait, comme elle ne fait pas de complications, on va pas l'inclure puisque les événements seront chez elle trop faibles et donc on ne pourra pas faire sortir de bénéfices d'une thérapeutique ou d'une autre. Mais ce qui ressort, c'est que finalement, la femme, malheureusement aussi, par l'évolution de ses consommations, c'est-à-dire la consommation de tabac, la sédentarité, l'obésité, malheureusement avec ces comportements, le risque augmente et ça donc on s'en rend compte et les patientes, de par du coup leur proportion qui augmente, sont inclus de plus en plus dans les études. Et puis aussi ce qui ressort, c'est que on se rend compte de la modification des symptômes des hommes par rapport aux femmes, de la modification de leur sensibilité aux thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une femme va avoir plus d'effets secondaires à certains traitements ou que sur des chirurgies ou sur des actes interventionnels, la femme sera plus sujette à faire des complications. Et donc, les sujets quand même commencent à être étudiés et on voit dans la littérature que les choses avancent. Donc, c'est sûr qu'on raisonne et on enseigne sur des études qui datent un petit peu, mais j'ai bon espoir que les choses avancent et qu'on puisse avoir des données médicales sur la femme plus spécifiquement. Docteur Uzan, sur cette même question, la gestion similaire, je dirais, des problèmes de santé chez l'homme et la femme, est-ce que c'est aujourd'hui un problème, et notamment sur la prescription des traitements? Quel est votre constat? Mon constat, c'est que prendre en charge les pathologies de manière identique pour l'homme et pour la femme, ce n'est pas possible. C'est possible pour une certaine type de population, pour une certaine tranche de vie, probablement après la ménopause. Je pense qu'il y a plein de maladies effectivement sur lesquelles les risques se regroupent ou se recoupent. Je dirais que sur la première partie de la vie, il y a de nettes différences, des maladies qui ont des prévalences féminines, comme des maladies thyroïdiennes, par exemple, les thyroïdites auto-immunes qui touchent 4 femmes pour un homme, l'hyperthyroïdie qui touche 8 femmes pour un homme, avec d'ailleurs tous les dangers de troubles du rythme cardiaque qui en découlent s'il n'y a pas de prévention. De par son cycle hormonal, la femme a des pathologies bien différentes de l'homme tout au long de sa vie, de par les règles, le cycle hormonal, la grossesse, la périménopause. Donc, effectivement, on ne peut pas considérer qu'on peut prendre en compte les pathologies masculines et féminines sur le même plan sur cette partie de vie. En revanche, je pense qu'après la ménopause, on peut peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur, mais commencer à mettre sur le même plan l'homme et la femme pour un bon nombre de pathologies, notamment les maladies cardiovasculaires, les troubles métaboliques avec tous les problèmes de stéatose. Moi, je fais beaucoup d'échographie du foie, toutes les maladies liées à des surcharges en graisse comme la stéatose sont aujourd'hui des prescriptions très courantes. Les maladies pulmonaires, là encore, je vais revenir sur les scanners pulmonaires où le tabagisme, à mon avis, le risque de maladies pulmonaires, de cancer pulmonaire rejoint probablement celui de l'homme. Les tumeurs de vessie également. Donc c'est vrai que là j'ai un discours un petit peu médical, je m'en excuse, mais toutes ces pathologies liées au tabac, aux problèmes métaboliques rejoignent probablement, du fait de leur mode de vie, le risque encouru par les hommes. La surcharge pondérale est un risque aggravant de cancer de l'endomètre. C'est des choses qui ne sont pas toujours sues par les femmes, mais c'est important de le signaler. Donc, même sur les pathologies gynécologiques, il y a certains soucis métaboliques, notamment d'hygiène de vie, qui doivent être extrêmement bien pris en compte. Et je pense que l'hygiène de vie doit être extrêmement valorisée dans la période de la ménopause. Oui, votre réaction, professeur Sarlon, sur un parcours commun qui pourrait être mis en œuvre après la ménopause chez les femmes, qui pourrait rejoindre celui des hommes? Il faudrait que vous activiez votre micro, professeur Sarlon. Pardon, excusez-moi. Vous entendez pas. Ah voilà, je vous en prie, allez-y.
Non, du coup, oui. Donc, à partir de 50 ans, ce qui sera important, c'est que les médecins et les professionnels de santé qui prennent en charge des femmes comme des hommes considèrent que le risque est identique en termes de fréquence. Maintenant, c'est vrai que ce que l'on sait au niveau cardiovasculaire, c'est que les symptômes vont être parfois différents. C'est-à-dire que classiquement, l'infarctus du myocarde, donc l'infarctus, va se manifester par une douleur thoracique oppressante, irradiation dans les mâchoires. Donc ça, c'est le terrain masculin. Et la femme, elle va présenter des symptômes différents, et même après 50 ans, c'est-à-dire parfois des palpitations, une sensation d'angoisse, d'essoufflement. Et ça va être de l'enseignement, de l'éducation aux professionnels de santé. Et la chose aussi qui est quand même différente, c'est la sensibilité aux thérapeutiques. On a l'impression quand même que les femmes, et même passé 50 ans, vont avoir des effets secondaires, probablement parce que elles ont un poids plus faible que les hommes. Donc, par exemple, les statines, elles sont plus sujettes aux effets secondaires qui sont liés aux hypolipémiants. Donc, voilà, il y a quand même une prise en charge un peu particulière à avoir chez la femme passée 50 ans. Le risque est significatif, donc il faut savoir qu'elles font des complications cardiovasculaires, mais les signes d'alerte sont différents, et ça, il faut le savoir et l'enseigner. Et la sensibilité au traitement est différente, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que le corps médical dise « bon, elle ne supporte pas les médicaments, elle se plaigne, on va encore changer ». Non, c'est la réalité, et il faut parfois être patient, changer les thérapeutiques, réduire les doses pour, au final, que la femme soit bien prise en charge. Est-ce que justement là, ce que vous constatez, Mélissa, ma question s'adresse à toi. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un abandon du corps féminin, je dirais dans sa globalité, à partir du moment où la fertilité est plus là? Est-ce que à ce moment-là aussi, on peut constater que la prévention, est abandonnée dans le même temps? Alors, je dirais que j'apporterai une réponse un peu nuancée, même si d'une manière générale, il y a, oui, une forme d'abandon après la ménopause parce que, eh bien, ou plutôt à partir de la ménopause, parce que la femme a été quand même et est encore valorisée sur la période d'avant et des cycles et de la grossesse. Mais ce qu'on voit sur cette question de la prévention, c'est qu'on voit bien que malgré tout, un peu ce que disait la radiologue sur il y a des gens qui vont surinvestir les rendez-vous médicaux pour éviter, en tous les cas par crainte. Il y a d'autres personnes qui vont en fait aussi ne pas pouvoir être dans la prévention parce qu'il y a un vrai désert médical dans leur environnement et leur territoire de vie. Et puis, il y a aussi ce lien avec ce parcours de vie qui est assez fort. Comment, en fait, on a été ancré dans notre rapport à la santé, à la fois sur notre rapport à nos parents, notre mère notamment, et puis notre rapport à notre corps. Nos premières fois avec un gynécologue, est-ce qu'il nous a rassurés ou plutôt est-ce qu'on n'a pas, dans notre parcours de vie, eu un médecin qui nous a un peu rabroués ou en tous les cas, on s'est senti un peu perturbé dans cette relation. C'est particulièrement important en tous les cas sur comment on va aussi prendre en compte les messages de prévention quand il va y en avoir. Et ce qui était intéressant en tous les cas, qui me semble aussi important quand on parle de l'hygiène de vie, c'est un peu de sortir de la pathologisation, mais de voir aussi la santé de la femme qui n'est plus fertile, mais dans une vision plus holistique, certes dans une vision aussi de bien-être, de prévention. Il y a bien sûr les examens médicaux qu'il faut réaliser, mais il y a aussi une prise en compte de son activité physique, de son être, de son sentiment de bien-être qui est à prendre en compte, en plus de l'alimentation, etc. Et un point quand même qui me semble important de mentionner et de ne pas oublier, c'est quand même aussi la prévention de la santé sexuelle. La question des MST et du sida après 50 ans est aussi une réalité et donc il est aussi important de se dire, bah oui, les femmes après 50 ans peuvent avoir une vie sexuelle et qu'il y a un besoin d'être dans la prévention aussi à ce moment-là où on se dit que peut-être que tout est possible parce qu'on n'aura pas d'enfants. Il y a d'autres problématiques comme les MST à prendre en compte. Oui, c'est intéressant, Mélissa,
Ça, je me permets de rebondir parce que j'ai discuté il y a quelques jours avec une représentante du planning familial qui me disait qu'il y avait une population qui passait à la trappe, qui étaient des femmes qui tombaient enceintes autour de la quarantaine, et que alors là, c'était le désert, il n'y avait pas d'informations, et à la limite, elles étaient regardées un peu comme des ovnis. Donc, ce côté de la santé sexuelle est extrêmement intéressant. Et là, je vais reprendre. Est-ce que justement, les magazines de santé, ils parlent à qui? Tu dis majoritairement, ils parlent aux femmes, hein, et pas trop aux hommes. Est-ce que c'est toujours exact que ça tend à s'équilibrer aujourd'hui? Catherine, je ne sais pas si tu m'entends. Il faut ouvrir ton micro, Catherine, il est coupé. J'ai pas vraiment entendu, c'était très, très haché. Est-ce que tu peux me reposer Oui, je disais, est-ce que les magazines de santé s'adressent prioritairement aux femmes? Oui, bien sûr, oui, oui. Enfin, en tout cas, moi, je peux donner que mon expérience. Donc, l'expérience en question, c'est qu'évidemment, on a fait des tests. Donc, on sait pertinemment, en tout cas, en ce qui concerne la presse senior, et je sais que aussi pour toute la presse santé, c'est une cible féminine. Donc, une cible féminine qui est âgée de plus de 45 ans à peu près. Donc, par exemple, pour le magazine senior, on sait que c'est l'homme qui va prendre l'abonnement. Donc, pour lui, on va lui mettre un dossier droit, retraite, argent, etc. Mais on sait que c'est la femme qui va le lire. Donc, c'est la femme qui va, après, peut-être en kiosque, le racheter, le donner à une copine. Donc, c'est la santé et c'est le bien-être et la prévention qui, finalement, est très importante comme papier et qui fait circuler le magazine. D'où, en fait, pour la presse senior, c'est deux pôles que l'on garde, qui sont un pôle droit et un pôle santé. Voilà. Alors, pourquoi cet attrait? C'est très intéressant. Je pense que ça fait partie de leur quotidien. Pour ça, je pense que c'est à Mélissa de nous dire. Bon, c'est le travail du CARE. Alors ça, bon, quel est vraiment… Ouais, on va y venir justement. Oui, on va y venir parce que il y a peut-être, et ça on va le voir dans la série de questions suivantes, il y a ce que tu dis, le travail du care, c'est-à-dire que les femmes ont elles-mêmes tendance à minimiser peut-être leurs problèmes de santé. Et justement, puisqu'on en est en termes d'inégalité qui pourrait complexifier l'accès aux soins pour les femmes, docteur Uzan, est-ce que vous pensez que la santé des femmes aujourd'hui à 50 ans serait moins bien traitée ou plus en danger selon le territoire sur lequel elle se situe pour des raisons de déserts médicaux et peut-être de moindre accès à l'information médicale? Alors, je pense qu'effectivement, moins on a d'accès facile à un médecin, moins il est facile de se soigner. Donc, le désert médical, par définition, c'est le fait de ne pas trouver facilement un médecin à proximité, c'est de ne pas pouvoir le consulter facilement aussi, parce que ça, je vois aussi des femmes qui me disent qu'une fois qu'elles ont vu le médecin, si je leur fais une échographie, puisqu'il y en a des fois qui viennent de loin, elles ne vont pas pouvoir revoir le médecin, le gynécologue avant 3 mois, 4 mois. Et d'ailleurs, là, on revient sur un sujet qui, moi, est mon quotidien, c'est-à-dire qu'il m'arrive souvent de faire des diagnostics, de trouver quelque chose, pas toujours grave, et de ne pas pouvoir adresser la patiente ensuite à quelqu'un et de ne pas savoir comment ensuite elle va être soignée ou prise en charge. Donc ça, c'est un vrai problème au quotidien. Donc moins il y a de médecins à proximité, bien sûr, moins la patiente est prévenue et suivie. Après, il y a aussi le contexte de la désertification dans le sens qu'elle va être moins informée ou qu'elle va vivre avec des principes de vie ou des connaissances qui vont dépendre elle aussi de son vécu, de choses qu'on véhicule au niveau de la femme, sur la femme ménopausée, de la même manière. Est-ce que la femme ménopausée, c'est quelqu'un qui n'a plus sa place dans la société, qui est reléguée à une place qui n'a plus beaucoup d'importance, ou au contraire, est-ce qu'elle est considérée comme encore active avec une vie riche, pleine, une vie sexuelle, une vie de femme, en sachant que l'espérance de vie, effectivement, étant très longue. Donc tout ça, c'est des choses qui sont probablement différemment véhiculées en fonction des régions et des territoires, et l'impact sur effectivement le fait de pouvoir contacter facilement et rapidement un médecin est quelque chose qui est super important aujourd'hui pour être bien soigné. Et c'est un point sur lequel je reviendrai encore tout à l'heure.
Oui, avec plaisir, Isabelle. Mélissa, justement, sur ces questions de cumul d'inégalités qui peuvent entraîner un moindre accès aux soins pour les femmes. Donc, on a parlé de désert médical. On voit bien qu'il y a parfois un sexisme sous-jacent. Est-ce que aussi les inégalités économiques sont importantes, surtout quand on sait qu'à partir de 50 ans, les écarts en termes de salaire sont importants, mais surtout en vieillissant, on arrive à l'âge de la retraite et là, on s'aperçoit qu'il y a des vraies inégalités économiques entre femmes et hommes. Est-ce que ça, c'est un facteur aggravant pour la santé des femmes? Ah oui, oui, les inégalités économiques sont un facteur aggravant parce que derrière, il y a aussi le tarif de la mutuelle, les questions de recours aux soins, des fois aussi le fait de ne pas de se dire qu'on ne va pas pouvoir financer alors qu'on pourrait ou avoir des aides et donc de ne pas recourir. Je pense que ces questions d'inégalité économique, alors au moment de la retraite, mais en fait découlent de tout notre parcours de vie, de notre choix d'orientation scolaire, professionnelle, au montant des salaires, aux fins de carrière ou aux carrières qui sont plus hachées que les hommes. Et donc à cette transition travail-retraite qui nous amène à avoir 42% d'écart de pension et les rapports des petits frères des pauvres. Alors là, on est sur l'isolement des très âgés, mais montrent chaque année que les femmes de 85 ans et plus sont précaires, souffrent d'isolement, recourent moins aux soins, etc. Donc, si on se met à chaque fois sur la tranche d'avant, bien qu'il y a des problématiques qui vont avoir un impact sur notre santé et sur le recours et sur la place des femmes et sur cette question du care, eh bien, il y a eu des études qui ont montré que quand on accompagnait soit un parent âgé, soit un époux dans ce parcours d'accompagnement, je dirais, en perte d'autonomie, eh bien, malgré tout, le conjoint et donc la conjointe recouraient moins aux soins et il y avait aussi des décès précoces par rapport à ces accompagnements. Donc, il y a parfois un délaissement de soi vis-à-vis de l'autre qu'on peut accompagner. Je ne parle pas des petits-enfants qui ne sont pas du tout le sujet dans cet accompagnement global du care, mais vraiment plus sur un conjoint ou un parent âgé ou des parents âgés quand la famille est encore là, présente. Merci Mélissa. Professeur Sarlon, on s'est aperçu avec la crise sanitaire qu'il y avait une différence d'appréciation du risque chez l'homme et chez la femme. Et à l'occasion de la vaccination, on s'est rendu compte qu'on avait l'impression qu'on découvrait que les risques de thrombose, ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais que les femmes encouraient ces risques de thrombose depuis qu'elles prenaient la pilule. Donc, on avait l'impression que jusqu'à maintenant, ça fait partie des risques. Et puis finalement, la pilule, c'est bien. Et la thrombose, c'est minime. Mais à partir du moment où ça commençait à toucher hommes et femmes confondus, c'est devenu un sujet. Est-ce que c'est un exemple extrêmement symptomatique pour vous? Alors, je veux rester quand même modérée parce que je crois qu'il ne faut pas rentrer dans cette polémique et cette comparaison entre thrombose et vaccin et thrombose et contraception. Mais en effet, quand même, ça reflète au niveau de la société, une société qui est capable d'accepter des cas de thrombose fréquents, finalement, sous contraception œstroprogestative, sous prétexte que de dire que la femme doit accepter accepte ce risque pour pouvoir bénéficier d'une contraception et de choisir à quel moment elle va pouvoir devenir maman et à quel moment elle ne le deviendra pas, versus donc ce risque de thrombose avec le vaccin. Alors, la polémique en plus qui a été difficile pour les victimes de thrombose sous contraceptif, c'est que le taux de thrombose avec les vaccins est bien plus faible, un cas à peu près sur 100 000 vaccinés, versus 20 morts par an en France d'embolie pulmonaire à cause de contraceptifs. Donc c'est ça, je pense, qui a été difficile pour les victimes, c'est de voir la différence de fréquence entre les thromboses et de voir que finalement la société a accepté le risque de thrombose sous contraceptif, alors qu'elle ne l'accepte pas quand on essaye de sauver la planète de ce virus. En effet, et ça aura permis, je vais vous dire, de pouvoir communiquer à nouveau sur cette problématique, de peut-être alerter
les femmes jeunes qui prennent des contraceptifs, parfois sans information médicale, de ce risque. Et je le vois plutôt peut-être comme la possibilité à nouveau de communiquer. Nous, ça nous a permis je travaille donc sur ce risque avec le professeur Pierre Morange, qui est spécialiste des thrombophilies à Marseille. Et on essaye d'établir en fait un score de risque qui nous permettrait, avant de prescrire une contraception, de savoir quelle patiente serait plus à risque ou non de faire un événement thrombotique. Et donc, cette polémique nous a permis de rentrer en contact avec l'association des victimes d'embolie pulmonaire, l'AVEP. Donc, ça nous aura permis quelque part de recommuniquer là-dessus, et du coup, je vais le voir comme quelque chose plutôt de positif pour pouvoir faire ressortir cette problématique. Mais en effet, on voit qu'il y a un risque qui est accepté pour la femme, et ça me permet aussi du coup de rebondir sur le fait que la femme prend des risques pour la contraception, mais aussi on prend certains risques sur des traitements qui ont été plutôt validés chez l'homme et moins chez la femme, et qu'il faut que le corps médical ait conscience que cette femme peut être sujette à plus d'effets secondaires parce que finalement les thérapeutiques n'ont pas été testés chez les femmes. Voilà. Alors justement, ça va me permettre de rebondir sur la question suivante, qui est: est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il serait nécessaire de réformer l'enseignement de la médecine pour une meilleure prise en compte des pathologies des femmes? Alors, à moins que vous me disiez que des efforts ont été faits et que maintenant, ça commence à… Est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait proposer un enseignement un peu plus genré de la médecine? Vous qui êtes également enseignante, qu'est-ce que vous en pensez, et c'est quelque chose que vous faites déjà? Alors, réformer, c'est un terme très dur, enfin très important. Voilà, mais déjà, en effet, je pense que de pouvoir enseigner lors de chaque pathologie le fait que la femme peut avoir des symptômes différents, que la femme aura une sensibilité aux traitements différents. Honnêtement, même moi, je ne le fais pas encore, et je pense que toute cette communication sur cette spécificité de la femme va moi-même me faire modifier ma façon d'enseigner. Et c'est comme ça qu'en communiquant, on pourra aussi au niveau du corps médical modifier cette attitude. Mais c'est sûr qu'on a encore du travail, je pense. Oui, je pense que le chemin est long, et avant de revenir aux autres invités, je voudrais que le docteur Isabelle Luzan, vous êtes une spécialiste de l'endométriose, et l'endométriose, c'est quand même une pathologie. Alors, vous allez me dire si je me trompe, j'ai lu qu'on mettait en moyenne 7 ans à la diagnostiquer chez les femmes. Ça fait partie typiquement des pathologies sous-diagnostiquées, ou peut-être même sous-estimées, du fait que souvent on dit aux femmes tu auras mal au ventre pendant tes règles, c'est ton destin. Du coup, des retards incroyables. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, d'abord, on en parle. C'est une pathologie. J'emploie pas le mot maladie parce que c'est un terme que je trouve un petit peu péjoratif, et que physiologiquement, on explique l'endométriose, on va revenir brièvement, sur un reflux de sang par les trompes au moment des règles. Donc en fait, c'est un phénomène physiologique qui existe un petit peu chez toutes les femmes, mais qui est parfois un peu plus important chez certaines, et donc va créer des petites inflammations qui expliquent aux patientes, parce qu'expliquer ce que c'est que l'endométriose en quelques mots, en quelques minutes, c'est toujours compliqué. Là, je profite un petit peu là de cette séance pour expliquer qu'expliquer un diagnostic à une patiente sur des pathologies pas faciles à expliquer, c'est pas toujours simple. Donc voilà, donc en fait, on va pas parler de maladie, on va parler de pathologie avec des inflammations qui vont se créer soit dans le corps de l'utérus, d'ailleurs, on appelle ça de l'adénomiose, avec un utérus qui est plus gonflé, plus douloureux, plus contractile, avec toutes les douleurs et toutes les nausées et toutes les douleurs abdominales qui expliquent plein de douleurs chez la jeune femme. Donc ça, c'est l'adénomiose, et c'est très fréquent. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est au moins la moitié des douleurs pelviennes pendant les règles. Et l'endométriose, c'est des petits reflux de sang qui se font à chaque cycle et qui vont aller occuper l'espace qu'il y a autour de l'utérus et créer des petites inflammations autour de l'utérus et créer des accolements avec tous les organes de voisinage, les ovaires, parfois le bas intestin ou la vessie.
Donc l'endométriose, c'est ça. Donc aujourd'hui, on en parle. Moi, quand j'ai commencé, donc moi je suis installée maintenant, ça fait plus d'une vingtaine d'années, et quand j'ai commencé à étudier l'endométriose, parce que je l'ai apprise à l'hôpital Cochin, qui était un des centres de référence à l'époque, j'ai commencé à faire des échographies endovaginales. C'est une pathologie qu'on ne connaissait même pas. Les douleurs de règles, on n'en parlait pas. C'était effectivement complètement banalisé. C'était même pas reconnu comme un symptôme d'une pathologie. Donc déjà, le fait d'en parler avec quelque chose à chercher derrière, de venir faire un examen pour ça, c'est un énorme progrès. Donc moi, c'est vrai qu'il y a un gros écho. C'est quelque chose que j'explore au quotidien en échographie et en IRM chez maintenant de très très jeunes femmes, de jeunes filles dès l'âge de 16 ou 17 ans. Et donc c'est un énorme succès aujourd'hui de pouvoir en parler et s'en occuper. Le retard diagnostique dont vous parlez de 7 ans, il est exact et il est surtout plus important chez des femmes chez qui on n'a pas pu aider ces femmes à avoir un bébé parce que ce diagnostic n'a pas été porté à temps. Quand je fais ce diagnostic, j'explique aux femmes que je le fais pour deux raisons. Leur mettre un nom sur ce qu'elles ont, éventuellement prendre la charge de la douleur par une contraception. On revient sur la contraception à nouveau, je suis désolée, mais bloquer le cycle pour éviter que cette pathologie s'aggrave ou que les douleurs s'aggravent. Et la deuxième raison pour laquelle on pose le diagnostic, c'est si jamais, car beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose tombent enceintes, heureusement, si jamais ces femmes ont du mal à tomber enceintes, alors on pourra les aider à tomber enceintes parce qu'on saura pourquoi et on ne perdra pas de temps et on ne sera pas dans une errance diagnostique. Donc d'ailleurs, j'en profite pour expliquer pourquoi on fait ce diagnostic, soit pour bloquer l'évolution de la pathologie et les douleurs, soit pour éviter de perdre du temps en cas de difficulté pour tomber enceinte et gagner du temps pour les aider dans ce cas-là et aussi à des aides à la procréation. Donc, le retard diagnostique, aujourd'hui, c'est un fait. Je pense que c'est quelque chose maintenant qui va s'améliorer, que les médecins sont informés. Le deuxième point, c'est que les radiologues ne sont pas encore très bien formés, mais on est en train de créer des centres d'excellence, de réseau où, à force d'en parler, à force d'apprendre, les radiologues se familiarisent avec cette pathologie. Le dernier point, c'est que les échographies endovaginales sont des examens très intimes à faire dans des conditions avec lesquelles il faut mêler rigueur et approche psychologique, ce qui n'est pas toujours simple. Ça demande d'être à l'aise, ça demande de créer un contexte un peu familier, une approche un petit peu de proximité, d'où la difficulté à prendre cet examen. Parce que former un radiologue à faire une échographie endovaginale chez une fille qui a très mal ou qui même ne peut pas avoir de rapport sexuel tellement elle a mal, c'est donc compliqué, ce qui explique aussi la difficulté d'apprentissage. Merci beaucoup, docteur Uzan. Je vais peut-être, on va peut-être accélérer parce que c'est passionnant, mais j'ai encore plein de questions, donc je vais peut-être les regrouper un peu. Mélissa, quand on a préparé ce débat, tu me disais que peut-être concernant la santé des femmes, il faudrait avoir une approche multisectorielle à 360 degrés et une approche qui serait peut-être plus holistique. Qu'est-ce que tu entends par là ? Oui, c'était l'idée de regrouper en fait différentes problématiques à la fois quand on parle certes du gynécologue, du radiologue, des médecins, je dirais, voilà, professionnels. Il y a aussi un besoin des fois d'accompagnement à travers peut-être un naturopathe, peut-être aussi des activités, je disais, physiques spécifiques. Je donnais comme exemple en parallèle des centres qui existent sur la grossesse à Paris, quoi. Je pense à un qui a été mis en avant avec des activités dédiées sur la santé des femmes avec du yoga prénatal, un naturopathe, un kiné, quoi, différentes problématiques, et puis bien évidemment le gynécologue ou des sages-femmes. Donc c'était aussi imaginer ce type de lieu pour la ménopause, voire au-delà, et surtout avoir la possibilité de pouvoir échanger entre femmes. Parce qu'il me semble que c'est particulièrement important aussi, quand on lève la parole, de pouvoir ensuite pouvoir avoir une écoute qui a déjà vécu ou qui est en train de vivre ce qu'on vit soi-même. Donc voilà, être dans ces échanges me semble important.
Merci Mélissa. Je vais compacter et je m'en excuse auprès de vous les dernières questions parce qu'on a pris beaucoup de temps et c'était passionnant. Moi, je voudrais, alors j'ai deux questions, mais on va commencer peut-être par est-ce que l'impact de la crise sanitaire sur la santé des femmes, est-ce que chacune d'entre vous pourrait me dire un petit mot sur son constat et le vécu et si elle a constaté une détérioration, peut-être une amélioration de la prévention sur la santé des femmes. Professeur Sarlan, si vous voulez. Alors, ce que je peux malheureusement observer, c'est plutôt du stress supplémentaire, puisqu'il y a eu la prise en charge des enfants à domicile, la prise de poids, puisque les personnes ont moins fait d'activité, et ça concerne autant les hommes que les femmes, et déjà que les femmes ont tendance à peu consulter, parce qu'il y a une charge mentale qui fait qu'elles s'occupent d'abord de la maison, du travail, des enfants, et finalement elles arrivent en dernière position, et donc il y a encore moins de consultations. Donc moi, j'aurais tendance à malheureusement dire que la crise Covid a aggravé un petit peu la prise en charge des femmes. Catherine, sur la charge mentale dont tu voulais parler tout à l'heure, est-ce que toi, tu constates, je crois qu'il y a beaucoup d'échos, je ne sais pas si tu m'entends, est-ce que tu as constaté sur la charge mentale une aggravation, en tout cas, de ce vécu pendant la crise sanitaire ? En ce qui concerne l'aggravation de la charge mentale, oui, ça très clairement. Mais enfin bon, au travers de la presse, ce que je voulais dire en revanche, au travers de la presse, puisque c'était la thématique, j'ai discuté avec une journaliste hier qui est une journaliste, on va dire santé, beauté, et qui me dit que là, dans les féminins, on veut glisser vers le glamour à nouveau. Donc il y aurait une nouvelle tendance qui fait que on veut vraiment sortir de cette crise et que les femmes ont envie qu'on leur parle différemment, quoi. Voilà. Donc ça, en ce qui concerne en tout cas le message dans la presse féminine, ça serait d'être plus cocooning et de les prendre davantage en charge à ce niveau-là, quoi. Mais sans pour parler de maladie. Et en parlant de moins en moins de maladies, je dis ça par rapport à la beauté, parce que la beauté a toujours été aussi des sujets. On a souvent parlé de la beauté ces derniers temps dans un prisme un peu médical, dermato, machin, etc. Et là, maintenant, on repart dans les années 80, c'est-à-dire où finalement, on va se chouchouter, on va se... Voilà, quoi. Donc, même dans des supports féminins qui se disent plus ou moins féministes, parce qu'en ce moment, c'est aussi un peu le... voilà. Donc, il semblerait que cette crise, en tout cas, c'est maintenant, on va reparler plaisir. C'est peut-être pas mal aussi de sortir de ça. Ouais, peut-être mixer les deux. Mélissa, ton constat sur le vécu des femmes pendant la crise sanitaire, qu'en ressors-tu de ces confinements successifs ? Je rejoins ce qui a été dit, hein. On voit qu'il y a des études qui ont montré, je dirais, l'aggravation de la charge mentale, des non-recours aux soins, ou en tous les cas des rendez-vous médicaux, ou des rendez-vous qui ont été déplacés, surtout sur le premier confinement. Donc, c'est assez complexe. Et puis, juste pour rebondir sur le glamour et le sexy ou le plaisir, je pense que l'équilibre sera un peu... C'est comment on recherche toujours l'équilibre qui est quand même important entre prévention, plaisir pour soi-même, désir, et puis lutte féministe, bien évidemment. Oui, enfin, pour moi, c'était pas du tout c'était juste un constat, hein. Oui, mais je le dis aussi comme ça. Je trouve ça... 20 années en arrière, parce que là, moi, quand j'entends ça, je vois les années 80, 90. Hein. C'était des belles années, hein, des belles décennies, donc voilà. Docteur Uzan, votre constat sur cette crise sanitaire et l'impact qu'elle a eu sur la santé des femmes ? Je ne sais pas si le docteur Uzan m'entend. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, très bien. Alors, je vous laisse la parole. Voilà. Je disais que pendant le premier confinement, surtout au démarrage, l'activité radiologique, les explorations ont complètement chuté, hein, puisqu'on a arrêté tout diagnostic qui n'était pas celui du Covid, hein, simplement les examens de scanner fonctionnaient. Donc, il y a eu tout un report de prise en charge, bien entendu, qui s'est fait à cette période-là. D'ailleurs, tous les médias en ont parlé. On a bien exprimé les retards de diagnostics qui ont été faits à ce moment-là.
Aujourd'hui, les choses, elles reprennent tranquillement leur cours. Il y a eu des diagnostics qui ont dû prendre du retard, mais qui maintenant sont faits à peu près dans les bons délais. Même si au cours de mes consultations, puisque les examens que je fais là tous les jours, que ce soit des scanners ou des IRM, les femmes me disent « je viens faire l'examen maintenant », mais c'est vrai que pendant les 8 mois ou les 6 mois qui ont précédé, j'ai mis tout ça en berne et je ne me suis pas occupée de moi, je n'ai pas fait les examens nécessaires. Les autres domaines, c'est aussi la sédentarité, la prise de poids, qui sont les deux phénomènes dont on me parle beaucoup après le confinement. Alors, ma dernière question, elle s'adresse à toutes. Peut-être commencer par vous, Gabrielle Sarlon. Quels sont vos conseils que vous donneriez aux femmes ménopausées ou en préménopause, et alors là, spécifiquement d'un point de vue de prévention cardio? Alors, je crois que je vais rejoindre le message de Mélissa. D'abord, on sait que le traitement chimique, c'est-à-dire remplacer les hormones naturelles par des hormones synthétiques, c'est-à-dire le traitement hormonal de la ménopause, ne prévient pas le risque cardiovasculaire. Ça va permettre d'atténuer les symptômes de la ménopause, mais ça ne réduit pas le risque. Donc finalement, il va falloir essayer de mimer l'action des oestrogènes naturels par quelque chose, et ce qui correspond au mieux à l'action des oestrogènes naturels, c'est l'activité physique et le bien-être, puisque ça va mimer l'ouverture des artères, le bon fonctionnement de la paroi vasculaire. Et donc, moi, je pense que d'encourager les femmes ménopausées à avoir du bien-être et une activité physique régulière et quotidienne est très importante. Et après, bien sûr, il y a ce qu'on conseille aussi aux hommes, ça va être d'arrêter de fumer, de réduire son poids, d'avoir une alimentation variée. Mais j'ai vraiment un grand discours sur l'activité physique qui va mimer les oestrogènes naturels. C'est un excellent conseil. Vous préconisez quel type d'activité physique régulière? J'imagine, c'est pas la peine de faire 6 heures par semaine et d'arrêter pendant 2 mois. J'imagine. En fait, il faut habituer son corps à tous les jours à avoir une activité physique régulière. C'est comme un traitement qu'on va prendre tous les matins. Il faudrait idéalement marcher, mais vraiment avoir une activité physique dédiée à ça. C'est pas juste je cours dans les couloirs de l'hôpital pour nous ou pour les couloirs d'une entreprise. Ça va être vraiment de mettre ses baskets et d'aller marcher une demi-heure tous les jours si possible, ou un jour sur 2, pour avoir cette action qui va être de sécréter des hormones qui vont ouvrir les artères et d'avoir ce bénéfice sur la fonction de l'endothélium qui est la paroi vasculaire. Voilà, donc idéalement, ça serait une demi-heure tous les jours ou un jour sur 2, comme un traitement que l'on va prendre par voie orale. Excellente suggestion. Docteur Uzan, vous faites partie, vous, du collectif Femmes de Santé. Est-ce que vous avez des recommandations spécifiques que vous faites auprès de vos patientes en termes de prévention? Alors, ce collectif, il vise à améliorer la santé des femmes et la santé tout court, d'ailleurs, en y intégrant plus de femmes à des postes à responsabilité ou à des postes universitaires. Car la santé des femmes passe aussi probablement en mettant plus de femmes à des postes, je dirais, significatifs, qui vont pouvoir aiguiller et donner des prises en charge, des choix de prises en charge peut-être plus adaptés aux femmes, avec un œil ou une façon de regarder la santé des femmes d'une manière un petit peu différente. Certains sujets ont été considérés comme occultes aujourd'hui, pourtant sont des sujets de santé publique. Je pense à l'absentéisme au travail lié à tous les soucis hormonaux des femmes, comme les règles et les douleurs, ou le suivi de la PMA qui engendre beaucoup de consultations récurrentes. La femme ne met pas toujours sa santé en priorité. Et je pense que, pour revenir sur le premier sujet, que la gynécologie médicale doit donc redorer son blason en attirant beaucoup plus de spécialistes et donc par là, plus de création de postes universitaires. Les recommandations que je ferai de par mon métier de médecin en étant une femme, c'est toutes les recommandations qui ont été données par le professeur. L'activité physique me paraît indispensable. Et là, je reviens à mon activité de radiologue simplement sur les problèmes osseux qu'on peut voir après la ménopause, l'ostéoporose, les fractures spontanées, les problèmes de douleurs chroniques, qui sont des choses qui sont
difficiles à vivre et qui pourraient être anticipées par une meilleure prise en charge d'hygiène de vie et de sport au quotidien, effectivement. Merci beaucoup Isabelle. Catherine, sur une presse idéale qui parlerait de santé aux femmes, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Je crois que tout ce qui est prévention et forme, vraiment, je pense qu'on fait le maximum. Franchement, je pense que les magazines, comme je vous ai montré, on est tous à fond là-dedans. Maintenant, moi, je dis que dans le discours, ce qui me gêne un peu, c'est dans un discours d'être toujours anti quelque chose. Donc, on est anti-âge, on est anti-arthrose, on est… et je pense que déjà, bon, on devrait changer sa façon de s'adresser aux femmes. Et puis, on devrait les représenter telles qu'elles sont aussi. Mais ça, c'est un vaste discours. Hein, ça, je veux dire qu'on présente toujours une femme de 40 ans, blanche, voilà, etc., mince, menue, pour parler à des femmes qui en ont 60, qui ont d'autres problèmes. Et puis, je pense aussi, surtout qu'il ne faut pas les culpabiliser non plus. Alors, leur dire, effectivement, il faut courir, oui, je dis il faut. Mais d'un autre côté, il faut aussi les prendre en charge, parce qu'il y a des femmes qui… on a l'impression qu'on est toujours aussi dans une société, j'allais dire, de warriors, quoi, de guerrières. Mais il y a un moment aussi, il faut se dire, quand on a 50 ans, on n'a pas été épargné, il y a la charge mentale, et bon, aussi peut-être traiter la femme différemment. C'est pour ça que je pense aussi que les rubriques psycho, les rubriques témoignages sont importantes, par exemple, dans les magazines. Mais voilà, moi, je regrette d'être par moments trop dans l'injonction. Je trouve qu'il y a des magazines qui sont trop dans l'injonction. Voilà. Mais sinon, je pense qu'en prévention, vraiment, les médias font leur boulot. Si je peux dire juste un mot, la partie psychologique est évidemment très importante. Et toujours comprendre la femme dans sa globalité, avec son histoire, son environnement et tous les problèmes qu'elle a pu rencontrer, bien entendu. Alors, c'est parfaite transition pour Mélissa qui aura le mot de la fin. Alors, on a vu que tu avais une approche qui serait plutôt de type holistique. Quel message on pourrait faire passer? Quel est le message important aujourd'hui à faire passer aux femmes sur la prévention et la prise en charge de leur propre santé, comme on a vu aussi avec Catherine, qu'elles ont quand même une petite tendance à s'oublier au profit de la charge mentale familiale? Oui, moi j'aime beaucoup tous les éléments qui ont été évoqués là précédemment et je ne vais pas revenir sur ça. Mais je dirais s'écouter, prendre soin de soi, accepter en effet d'être dans de la fragilité et être en capacité de le verbaliser dans un environnement bienveillant. Parce que ça, c'est aussi important, parce qu'on peut peut-être parfois le verbaliser et pas toujours dans l'environnement bienveillant. Et puis, malgré tout, essayer de voir que en fait, la vie est un peu un continuum, c'est-à-dire que ce qu'on peut vivre à des moments de vie, eh bien, ça aura aussi des répercussions pour après. Je pensais à ce que le professeur avait dit sur le diabète gestationnel, la contraception, la thyroïde pendant la grossesse, etc., qui ont des impacts après 50 ans. Ben, ça, on ne l'entend pas toujours. Ou en tous les cas, on l'entend, oui, pas toujours. Donc c'est aussi rediffuser de l'information pour être en capacité de conscientiser le fait qu'on aura des problématiques plus tard. Et puis malgré tout, pour moi, c'est plus des femmes et des mères seront informées, plus nos filles, voire nos petites filles, seront aussi informées. Donc c'est aussi nous, en fait, comment on agit, quels sont nos propres comportements qui parfois peuvent avoir un impact après, même inconscient, quoi. Oui, c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une question, mais je pense qu'on va être pressé par le temps. Sandrine, tu me dis si tu as quelque chose de spécifique. Ah, j'ai pas ton micro n'est pas ouvert, Sandrine. On a beaucoup de questions, mais en fait, alors il y en a une qui revient régulièrement. Pourquoi n'y a-t-il pas un parcours santé spécifique pour les femmes? C'est Christophe Dussart de la CPAM et Corinne aussi qui ont posé cette question. Pourquoi pas un parcours santé spécifique pour les femmes à cet âge? Alors, on en avait parlé avec la professeure Sarlon en disant que peut-être ce serait intéressant de mettre en place une consultation pour les femmes à partir de 45 ou de 50 ans qui soit obligatoire et remboursée. Professeur, vous avez la parole. On va y travailler. Et alors, il y a Monsieur Dussart qui est un des hommes et qu'on remercie, qui disait, mais est-ce que les femmes ne vont pas faire tous ces actes de dépistage qui nous sont conseillés parce qu'elles ont peur? Est-ce que les femmes auraient plus peur que les hommes par rapport à leurs problématiques de santé?
Alors, Alors, si je je vois Catherine faire ça. Hein. Non, si je peux me permettre, moi je pense pas que ce soit de la peur. Je pense qu'en fait, on s'occupe des autres, on s'occupe des enfants, du travail, de la maison, du mari, et en fait, on arrive en dernière position. Et je pense que c'est plutôt ça qui fait que les femmes vont pas consulter, elles vont amener leur mari pour faire l'électrocardiogramme, la consultation, et finalement, elles ne s'écoutent pas. Je pense que c'est plutôt ça, et pas de la peur. Je peux me tromper, mais et en effet, de communiquer et de créer une consultation cardiovasculaire ou enfin plus globale hein, peut-être à 50 ans, mais déjà à 50 ans, il y a la mammographie, donc au niveau gynéco, c'est déjà pris en charge, mais une consultation de prévention cardiovasculaire, ça serait vraiment une très bonne idée. Et peut-être que je vais travailler là-dessus avec Claire Mounier-Veillé. Ah ben, on serait ravis de vous accompagner et en tout cas de communiquer sur le sujet. On est prêt à vous soutenir chez Gépicine avec Simone sur ce sujet-là qui nous paraît extrêmement important. Isabelle Usan, un petit mot sur ce parcours de santé? Moi, je trouve que l'idée est tout à fait très intéressante en fait, puisque la ménopause, c'est effectivement plein de choses qui changent. Alors sur la peur, je pourrais dire que c'est la peur de ne pas savoir ce qui va arriver peut-être, la peur de quelque chose d'inconnu, puisque toutes les femmes ne vivent pas la ménopause de la même manière. Après, je pense qu'elles n'ont pas peur de venir faire leurs examens, quoique certaines quand même ont des grosses angoisses, mais je dirais que la majorité ne le fait pas pour les raisons invoquées, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours le temps. Je les vois beaucoup accompagner leur mari, faire les examens, les soutenir. Pour leurs examens, elles sont souvent seules, ça on peut peut-être aussi le signaler. Et l'idée de faire un réseau de soins sur la femme ménopausée, je trouve ça très excitant, très intéressant et très logique. Merci. Merci. Et Mélissa, tu veux ajouter quelque chose? Ok. Catherine, je pense que le sujet te parle. On pourra communiquer là-dessus, je pense, au travers de nos nombreux formats. Mesdames, je vous remercie infiniment d'avoir pris autant de temps pour venir parler de ce sujet qui est si dense et qui pourrait faire l'objet encore de plein de webinaires. Nous, chez Piscine avec Simone, on va continuer à travailler ces sujets de santé. Si vous avez besoin de relais et de travailler à la mise en place de cette consultation, Gabriel Sarlon sera ravi de vous accompagner. Isabelle Usan, on va vous retrouver bientôt puisque vous viendrez un peu chroniquer chez Simone de temps en temps et on sera ravi de vous accueillir. Mélissa, je te dis à très bientôt, puisqu'on n'est pas sans se parler. Catherine également. Merci Sandrine d'avoir modéré les questions. Merci à tous de votre participation et de votre intérêt. On revient très bientôt à la rentrée de septembre avec d'autres sujets. Merci à vous toutes. Bel été. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.